Jacques Lang, dans le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine en particulier, on a mis en cause des délivrances de permis de construire dans des zones dangereuses. Vous-même, vous êtes maire d'une grande ville, de Blois. À votre avis, d'une ville d'ailleurs dont une partie peut être éventuellement inondée oui, par les crues de la Loire. Absolument. Oui. Alors, donc vous êtes tout à fait il y a des zones non constructibles. Et en tant que maire, je veille avec soin à éviter toute construction sur ces zones dangereuses. Mais vous pensez que les règlements sont assez restrictifs et suffisamment contraignants en la matière? La preuve, c'est qu'il y a des permis qui sont délivrés un peu n'importe comment, apparemment. Il ne faut pas mettre en cause à la légère telle ou telle autorité. Et j'imagine que le maire de Vaison-la-Romaine gère de son mieux cette commune. Seulement, il n'est pas faux qu'avec la décentralisation, qui a été une bonne chose, peut-être n'a-t-on pas pris garde à mettre en vigueur un certain nombre de précautions qui assureraient de façon plus rigoureuse encore le respect à la fois de la sécurité et de l'esthétique. Et je pense que le moment venu, il faudra peut-être réviser un certain nombre de réglementations. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est qu'à Vaison-la-Romaine, apparemment, il n'y a que le pont romain qui a tenu le coup. Alors, n'est-ce pas pour vous, ministre de la Culture, un thème de réflexion quant à la qualité des architectures modernes? Oui, il faudrait aussi expliquer que ce pont, précisément, non seulement a tenu le coup par la qualité de sa construction, mais aussi par son emplacement. Mais ce n'est pas faux. Parfois, il faudrait méditer les leçons des anciens, leur mode de construction, le choix des sites, le choix de l'urbanisme. Mais l'architecture contemporaine a aussi ses belles réalisations qui sont plus solides qu'on ne le pense. Jacques Lang, écoutez, cet après-midi dans les arènes d'Orange, la soprano Barbara Hendricks a chanté au profit de toutes les victimes de ces orages meurtriers. Politique, 50 000 grands électeurs, essentiellement des élus locaux, ont renouvelé aujourd'hui un tiers du Sénat. Une élection qui débouchera vendredi prochain sur un changement à la présidence, puisque Alain Poher ne se représente pas. Alors nous avons en direct Alain Tavarès, qui se trouve au Sénat. Alain Tavarès, a-t-on déjà des résultats précis ? Eh bien écoutez, on a une grande partie des résultats. Il y avait plus de 100 sénateurs à renouveler, je ne vais pas les citer tous. Sachez simplement qu'on se posait la question de savoir s'il y aurait des conséquences du référendum sur cette élection. La réponse est non. Il y a eu le référendum d'un côté et aujourd'hui, on est revenu à des problèmes de politique intérieure pure, j'allais presque dire à des clivages surtout de partis très nets. Donc les grands électeurs, car il s'agit d'eux qui ont désigné les sénateurs aujourd'hui, ont choisi, j'allais presque dire presque comme par le passé. Le seul gagnant de la journée, c'est le groupe socialiste du Sénat qui dispose ce soir de 5 élus de plus. Mais cela ne change en rien la majorité qui reste fortement ancrée à droite, RPR, UDF, tous les trois, UDF et UDC, donc rejoignent une des 2/3 de cette majorité, c'est-à-dire donc il n'y a pas de problème et que le futur président dont vous avez parlé sera obligatoirement un homme de droite. Donc parmi les hommes forts et les images fortes que l'on verra, les nouveaux hommes du Sénat aujourd'hui, il y a Pierre Mauroy au PS, l'ancien Premier ministre qui a été élu, et aussi 2 membres du gouvernement, Michel Charasse dans le Puy-de-Dôme et Jean-Marie Roche en Moselle. Michel Charasse a réussi à tenir tête au député-maire de Chamalières, Claude Wolff, qui était envoyé par Valéry Giscard d'Estaing, lequel brigue peut-être un nouveau mandat de député au mois de mars prochain. Et puis, plus compliqué, l'élection de Jean-Marie Roche, un homme d'ouverture entre guillemets, Jean-Marie Roche à qui certainement la droite a renvoyé entre guillemets l'ascenseur car il avait laissé son siège de président de conseil régional dans des conditions particulièrement délicates, vous vous souvenez il y a quelques mois, au profit de Gérard Longuet, parti républicain. Un autre perdant, c'est une figure du centriste, Paul Alduy, le maire de Perpignan. Alors voilà ce que l'on peut dire ce soir. Maintenant, évidemment, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Et la question que l'on se pose, c'est qui sera le futur président du Sénat? Alors, il y a 2 hypothèses. Soit le groupe UDF, c'est-à-dire républicains et indépendants et centristes, se mettent d'accord pour trouver un seul candidat. Ça paraît impossible parce que ça ne s'est jamais produit. Auquel cas, le RPR laisserait faire. Mais si l'UDC, les centristes et les républicains indépendants présentent des candidats, on parle de René Monoury chez les centristes, on parle de M. Larcher chez les républicains indépendants, mais surtout de Pierre-Christian Tétinger, eh bien Charles Pasqua, qui est au RPR et qui pourrait dire j'y vais, à ce moment-là, se présenterait également, ça va être absolument difficile. Charles Pasqua qui dit Merci ceci. Fernand. Oui, Charles Pasqua qui menace quand même, qui menace parce qu'il craint que le groupe socialiste et certains élus centristes fassent bloc pour désigner un candidat, et Charles Pasqua a annoncé qu'il se fâcherait pour les législatives.
législative si c'était le cas. Merci Fernand. On vous retrouve en compagnie de Gilles Leclerc vers 22h45 dans Soir 3 pour une édition spéciale en direct du Sénat. Jacques Lang, certains voient dans le Sénat une institution un petit peu désuète. Est-ce votre cas? Ce n'est pas une institution d'une grande modernité. Et avec la Chambre des Pairs de la Grande-Bretagne, c'est une assemblée qui représente une certaine époque. Et puis, disons, son mode de composition fait que le Sénat, pour l'éternité, tout au moins tout le temps que le Sénat continuera à exister, sera toujours une assemblée conservatrice, puisque, encore une fois, il n'y a aucune chance, en raison de la sous-représentation des communes urbaines dans le choix des délégués qui élisent les sénateurs. Jamais, on peut le dire, le Sénat ne sera composé d'une majorité progressiste. C'est une étrangeté de la Constitution française. L'opposition continue à durcir le ton vis-à-vis du chef de l'État. Jeudi dernier, Jacques Chirac avait estimé qu'en cas de victoire de l'opposition aux prochaines législatives, François Mitterrand devrait en tirer les conséquences et partir. Aujourd'hui, François Bayrou, le secrétaire général de l'UDF, a déclaré que le chef de l'État ne devrait même pas attendre cette échéance. À la place de M. Mitterrand, voyant le désaveu, mais je crois avoir dit ça à peu près dans les mêmes termes il y a un an, voyant le désaveu auquel ma majorité va être exposée, je considérerais que ce désaveu frappe non seulement les exécutants, mais l'inspirateur. Et l'inspirateur est à l'Élysée. Et il me semble qu'il serait normal et légitime, et c'est une position de laquelle, pour ma part, je n'ai jamais bougé, vous le savez. Il serait normal, il serait légitime, il serait souhaitable que le président de la République en tire les conséquences. Est-ce qu'il peut en devancer les conséquences? Je ne sais pas, c'est à lui de le dire. Alors Jacques Lang, vous êtes un intime du président de la République. Première question, comment va-t-il? Je crois qu'il se porte bien et qu'il est en convalescence. Et vous le savez, c'est un homme qui a en lui une grande force et une grande énergie. Et c'est une bataille qu'il gagnera contre la maladie. Alors, on l'a entendu, certains leaders de l'opposition demandent son départ. Pensez-vous d'abord que c'est une idée qu'il a effleurée après le oui au référendum? Je ne le pense pas. Je pense que, comme il l'avait expliqué, il s'agissait d'une élection touchant à l'avenir de l'Europe. Elle n'avait pas de rapport avec des préoccupations de politique intérieure. Et il avait clairement dissocié le vote des Français en faveur du traité et les échéances de politique intérieure. Alors mettons-nous justement dans l'hypothèse d'une nouvelle cohabitation, je dis bien hypothèse d'une nouvelle cohabitation. Que pensez-vous de la déclaration de Jacques Chirac qui estime que le président devrait partir? Franchement, je suis choqué par ces attaques constantes, permanentes, contre la fonction et la personne du chef de l'État. Il n'est pas convenable, il n'est pas normal, on parle beaucoup de dignité à propos de cette question, il n'est pas normal, il n'est pas convenable qu'en permanence des hommes d'État puissent ainsi mettre en cause la Constitution. Le mandat du président de la République est d'une durée de 7 ans, et je crois que le devoir premier d'un homme d'État est de respecter les institutions, et de respecter aussi, je dirais, la personne du chef de l'État. En France, le débat est libre et ouvert. Et Dieu sait qu'on ne se prive pas de multiplier les polémiques. Mais en même temps, je trouve qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. J'ajoute que si ces attaques contre le chef de l'État et contre la Constitution elle-même se perpétuaient, on serait en présence, très étrangement, dans un grand pays civilisé comme la France, d'une sorte de pronunciamento institutionnel. Par conséquent, une élection législative vaudrait élection présidentielle. Ça n'a pas de sens. Et je crois que, en tant que juriste que je suis, il faut respecter les échéances et les institutions. D'autant plus que rien n'est écrit à l'avance. Rappelez-vous, voici quelques mois, élection en Grande-Bretagne, tout le monde prédisait la victoire des travaillistes, ce sont les conservateurs qui ont gagné. Croyez-moi, mars prochain n'est pas joué, il y aura beaucoup d'eau qui coulera sous les ponts, et je ne parierai pas sur la victoire de ceux qui aujourd'hui parlent haut et fort contre la majorité actuelle. En Roumanie, 16 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés et le président de la République. En ce qui concerne le président, cela devrait se jouer au second tour entre le chef de l'État actuel, Ion Iliescu, et le candidat de l'opposition centriste, Emil Constantinescu.
Reportage à la campagne, dans un milieu conservateur, Pascal Verdeau et Philippe Guinet. Jour de fête dans la campagne roumaine. Sur la route de Popesti ce matin, à 20 km de Bucarest, la mariée respirait le bonheur. Avant de voter, arrêt traditionnel auprès du puits. Le jeune couple bénit les badauds et les amis, asperge la terre pour la rendre fertile. Carmen, la paysanne, soutient le président Ilescu, car on le voit à la télé. Oui, je pense qu'il est intelligent. Enfin, intelligent, quoi. Un peu plus loin, les observateurs étrangers observent. Un scrutin sans passion ni irrégularité. L'opposition est représentée dans chaque bureau de vote. On a pu tous constater que la loi est parfaitement respectée et qu'il y a eu un réel progrès par rapport au mois de mai 90. Bureau de vote 62, les grands-mères hésitent. Est-ce en raison du nombre de partis? Plus de 80. Je ne sais ni lire ni écrire. Ça fait rien, mets ton doigt là. 30 décembre, l'un des villages rasés sous Ceausescu. On vote avec discipline mais sans consigne particulière. Foi d'officier. Le capitaine, lui, a choisi le candidat d'extrême droite. Le candidat idéal pour l'armée? Écoutez, moi en tant que citoyen roumain, je préfère Funar, le patriote. Finalement, l'enjeu de cette élection, c'est tout simplement de rattraper l'histoire. Dans tous les pays de l'Est, les dirigeants néo-communistes ont été balayés. Alors, l'électeur roumain dira-t-il au président Ilescu, nous ne voulons plus de disciples de Gorbatchev? Réponse, dans quelques jours. Formule 1 et de 9 pour Nigel Mansell qui a remporté cet après-midi le Grand Prix du Portugal. Le champion du monde au volant de sa Williams Renault a franchi le premier la ligne d'arrivée devant l'Autrichien Berger sur McLaren, Honda et son coéquipier Ayrton Senna. Une course qui a été marquée par un spectaculaire accident. Ricardo Patrese qui a accroché au moment où Berger a brusquement freiné pour rentrer au stand. La Williams Renault de l'Italien est heureusement retombée sur ses roues, mais on a vraiment frôlé la catastrophe. Un Grand Prix qui a été marqué aussi par l'annonce de l'arrivée d'Alain Prost chez Williams Renault la saison prochaine. Didier Chaumont. Qui pouvait bien provoquer un tel attroupement à l'entrée du motorhome de chez Williams Renault? C'est Alain Prost en personne qui a tenu à confirmer son arrivée la saison prochaine dans l'écurie franco-britannique, faisant taire du même coup un bon nombre de rumeurs le concernant. Seule certitude pour l'instant, le triple champion du monde français fera ses premiers tours de roue dans le baquet de la Williams Renault mardi prochain sur le circuit d'Estoril. Alain Prost visiblement soulagé et heureux de retrouver 10 ans après en Formule 1 Elf et Renault. L'objectif d'Alain Prost maintenant est simple, transformer en succès son association avec Williams Renault avec un 4e titre mondial, mais avec quel partenaire? Le mystère reste entier, tous les scénarios ont été envisagés, le nom de son compagnon de route le plus souvent retenu par les spécialistes, le Britannique Martin Brundle de chez Benetton Ford. Brundle, 6e actuellement au classement du championnat du monde, viendrait épauler Alain Prost dans la course au titre, décision avant la fin de la semaine prochaine. Enfin, le moteur Renault fait l'objet de toutes les convoitises. Il pourrait bien quitter Ligier pour rejoindre McLaren. Pendant 48 heures, 10 000 bâtiments, généralement réservés à d'heureux privilégiés, ont ouvert leurs portes au public. Depuis 1984, c'était la première fois que la journée du patrimoine durait 2 jours et ça n'a pas été de trop pour satisfaire les milliers de visiteurs. Jacques Garnier. Je crois qu'il faut aller voir de préférence la ferme des Planons, qui se trouve sur la commune de Saint-Cyr-sur-Menton. C'est au nord-ouest de Bourg-en-Bresse, sur la nationale 79. L'an dernier, ce fut un franc succès. Cette année, c'est paraît-il un triomphe. Les Français sont fiers de leur patrimoine. Tout ce qui touche au passé ou à la richesse de leur pays ne les laisse indifférents. Ils auront été près de 8 millions au cours de ces dernières 48 heures à découvrir ou revoir des milliers de monuments témoins de leur histoire. La 9e édition de cette manifestation coïncidait avec la célébration du bicentenaire de la République. Pas étonnant que l'Assemblée nationale ait fait battre bien des cœurs républicains. Le 55, Faubourg Saint-Honoré, demeure du chef de l'État, n'a jamais vu autant de curieux, pacifiques et respectueux. Leur seule arme aujourd'hui était la patience. Ces rendez-vous avec l'histoire ont une qualité essentielle, celle de montrer que la France est un pays riche. Tous ces biens exposés sont notre propriété et nous avons raison d'en être fiers. Si au cours de l'histoire les Français étaient consultés par voie de référendum,
afin de se prononcer pour la sauvegarde éternelle de leur cher patrimoine, pas de doute possible. Cela se solderait cette fois-ci par un véritable oui. Jack Lang, vous êtes un ministre de la Culture heureux ce soir. Ça a bien marché. Un mot quand même, l'autre oui est aussi un véritable oui, le oui à l'Europe. Mais c'est vrai que ce soir, les monuments historiques ont été plébiscités. Comment expliquez-vous cet engouement des Français pour... D'année en année, je crois que l'information, l'effort des pouvoirs publics, des propriétaires privés, des collectivités locales, et puis ce goût retrouvé de l'histoire et de la mémoire, et le goût des belles choses tout simplement. Il n'y a pas un endroit dans notre beau pays qui aujourd'hui ne soit jalousement préservé, conservé, entretenu. Et je m'en réjouis beaucoup. Naturellement, l'État y a sa part. Et d'année en année, nous avons réussi, grâce au soutien du président de la République, à augmenter l'effort budgétaire pour les monuments historiques. Et l'année prochaine, dans une situation financière qui réclame de la rigueur, nous pourrons à nouveau augmenter, je crois, de 7% les crédits de restauration des monuments historiques. Alors cette année, le commentateur l'évoquait très justement, c'est le bicentenaire de la République. Et rappelons-nous qu'avec la Révolution, des biens qui étaient des propriétés privées de la monarchie ou de l'Église ou d'aristocrates sont devenus des biens de la collectivité. Et je suis très heureux qu'en ces journées où nous célébrons la proclamation de la République, 6 millions de visiteurs aient découvert leurs monuments, parce que ces monuments sont la propriété des Français.